archéologue. Disparu dans la plaine de la Crau, Provence, 14 ans plus tard. Un archéologue découvre ceci. Le docteur Marcel Lefebvre essuya la sueur de son front tout en examinant les fragments de céramique mis au jour lors des fouilles archéologiques dans la plaine de la Crau. C'était en mars 2006, et son équipe travaillait depuis 3 semaines sur le site, documentant les vestiges d'une ancienne culture gallo-romaine. « Un docteur, venez voir ceci », cria son assistante depuis une tranchée proche. « Nous avons trouvé quelque chose d'étrange. » Lefebvre marcha jusqu'à l'endroit où son étudiante, Sophie Laurent, tenait un sac à dos en toile décoloré par le soleil de la plaine. Le tissu était partiellement enfoui sous une couche de sédiments qui, selon ses estimations, y reposait depuis plus d'une décennie. « Ça ne semble pas gallo-romain », murmura Lefebvre en examinant l'objet. Le sac avait des fermetures éclairs métalliques et des étiquettes d'une marque française. Dans la poche avant, il trouva une carte d'identité plastifiée, Julien Dubois, né le 15 avril 1968, domicilié à Paris. Sophie inspecta le contenu principal du sac. À l'intérieur se trouvait une gourde militaire, des cartes topographiques de la région de Provence, une boussole, des barres énergétiques périmées et un carnet de notes enveloppé dans du plastique. Les pages étaient jaunies mais lisibles. « Regardez la date de la dernière entrée », indiqua Sophie en montrant le carnet ouvert. Lefebvre lut « 12 octobre 1992, jour 3 dans la plaine. Le colonel Philippe Martin insiste pour m'accompagner demain jusqu'aux gorges du Verdon. Son attitude ne me plaît pas. Mais c'est une zone militaire, je n'ai pas le choix. Cela n'a rien à voir avec notre site archéologique, déclara Lefebvre. Mais quelqu'un a disparu ici il y a 14 ans. Sophie continua d'examiner les cartes. Toutes portaient des annotations manuscrites indiquant des itinéraires de randonnée et des points d'intérêt géologique. L'une des cartes avait une croix rouge marquée près de leur position actuelle, avec la note « Possible grotte rituelle ». Vérifiée avec autorisation militaire. « Docteur, y a-t-il autre chose ?» dit Sophie, désignant une formation rocheuse à environ 50 mètres. « Hier, en cataloguant cette zone, j'ai trouvé ces objets métalliques. » Lefebvre la suivit jusqu'au rocher, où Sophie avait disposé plusieurs fragments métalliques sur un plateau d'analyse. Il s'agissait de morceaux d'aluminium, probablement issus d'une gourde, et de ce qui semblait être des restes d'équipements de camping. « Avez-vous signalé cette découverte aux autorités locales ?» demanda Lefebvre. « Non, docteur. Je pensais qu'ils faisaient partie du contexte archéologique, mais maintenant je vois qu'ils sont trop modernes. » Lefebvre examina à nouveau la carte d'identité de Julien Dubois. La photographie montrait un jeune homme aux cheveux bruns et à la carrure athlétique. Au verso, il y avait des informations de contact d'urgence, en cas d'accident, contactez Antoine Dubois, frère. Téléphone, 01 45 79 00 03. Nous devons signaler ceci immédiatement, décida Lefebvre. Cet homme a peut-être une famille qui ignore ce qui lui est arrivé depuis 14 ans. Sophie acquiesça et commença à photographier systématiquement tous les objets trouvés. En documentant chaque pièce, Lefebvre remarqua quelque chose de curieux sur l'une des cartes. Des coordonnées GPS manuscrites y figuraient, alors que la technologie GPS pour les civils n'était qu'à ses débuts en 1992. Comment Julien a-t-il obtenu des coordonnées aussi précises, demanda Lefebvre en montrant la carte à Sophie. Oui, docteur, elles sont très spécifiques. Regardez, elles pointent exactement sur notre fouille actuelle. Lefebvre ressentit un frisson. Julien Dubois n'était pas arrivé là par hasard. Il cherchait précisément cet endroit, et selon son carnet, il avait disparu après avoir mentionné un colonel de l'armée. Emballez tout soigneusement, ordonna Lefebvre. Nous allons contacter la gendarmerie locale et essayer de localiser la famille de cet homme. Cet après-midi-là, depuis la ville d'Arles, Lefebvre parvint à joindre Antoine Dubois. La conversation téléphonique fut brève mais bouleversante pour les deux hommes. « Avez-vous retrouvé mon frère ?» fut la première question d'Antoine, la voix tremblante. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé des effets personnels qui, nous pensons, appartiennent à Julien.
Nous avons besoin que vous veniez les identifier. Julien a disparu en octobre 1992, expliqua Antoine. Il était géologue et était venu en Provence pour étudier des formations rocheuses pour sa thèse de doctorat. L'armée nous a dit qu'il s'était perdu dans la plaine et était mort de déshydratation. On n'a jamais retrouvé son corps. Monsieur Dubois, ce que nous avons trouvé suggère que Julien est arrivé exactement là où il avait prévu d'aller. Son équipement est intact, et nous avons trouvé son carnet avec des notes du dernier jour. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. J'arrive, dit enfin Antoine. J'ai attendu 14 ans pour savoir ce qui est vraiment arrivé à Julien. En raccrochant, Lefebvre sentit qu'il s'était engagé dans quelque chose de bien plus complexe qu'un simple cas de personne disparue. Les références à l'armée et les coordonnées précises suggéraient que Julien avait disparu dans des circonstances que les autorités militaires n'avaient jamais correctement expliquées. Sophie termina de cataloguer les objets trouvés. Outre le sac à dos principal, ils avaient localisé des restes d'une tente de camping enfouie à faible profondeur, comme si quelqu'un avait tenté de dissimuler des preuves rapidement. « Docteur, dit Sophie, ne trouvez-vous pas étrange que tous ces objets soient enfouis si superficiellement ? Si Julien était mort de déshydratation, ses affaires auraient été dispersées par le vent de la plaine, pas enterrées. » Lefebvre acquiesça. Cette observation confirmait ses soupçons. Quelqu'un avait tenté de cacher des preuves, et cette personne avait accès à du matériel d'excavation rudimentaire. « Demain, le frère de Julien arrive, dit Lefebvre. En attendant, nous allons documenter précisément où nous avons trouvé chaque objet. Si cela devient une enquête criminelle, nous aurons besoin de preuves exactes. » Ce soir-là, dans sa tente, Lefebvre lut intégralement le carnet de Julien Dubois. Les entrées révélaient l'histoire d'un jeune scientifique enthousiaste qui avait découvert des références historiques sur de possibles sites archéologiques dans la plaine de la Crau. Julien avait demandé des autorisations officielles pour explorer la zone, mais les autorités militaires lui avaient assigné un accompagnateur pour des raisons de sécurité. La dernière entrée du carnet était troublante. Le colonel Philippe Martin pose trop de questions sur mes véritables raisons d'être ici. Je lui ai dit que je ne cherchais que des formations géologiques, mais il soupçonne que je sais autre chose. Demain, il insiste pour me montrer le bon endroit pour mes recherches. Ça ne me plaît pas, mais si je ne coopère pas, ils annuleront mes autorisations. Je dois trouver un moyen d'envoyer mes coordonnées à Antoine au cas où quelque chose tournerait mal. Marcel Lefebvre referma le carnet. Julien Dubois avait anticipé des problèmes et avait tenté de laisser des indices pour son frère. Malheureusement, ces indices étaient restés enfouis pendant 14 ans, attendant qu'on les découvre par hasard. Le lendemain, Antoine Dubois arriva à Arles par un vol depuis Paris. C'était un homme de 45 ans, ingénieur civil, avec des traits semblables à ceux de Julien, mais marqués par des années d'incertitude sur le sort de son frère. « Où avez-vous trouvé ces affaires ?» fut la première question d'Antoine en arrivant sur le site archéologique. Marcel le conduisit à l'endroit exact. Antoine examina chaque objet avec soin, confirmant que tout appartenait à Julien. Le sac à dos que sa mère lui avait offert pour son anniversaire, la boussole héritée de son grand-père et, surtout, le carnet où Julien écrivait quotidiennement depuis son adolescence. Julien n'aurait jamais abandonné ces choses volontairement, déclara Antoine avec certitude. Ce carnet était comme sa Bible personnelle, il l'emportait partout. Antoine lut les dernières annotations de son frère. Son expression passa progressivement de la tristesse à une colère contenue. Julien m'avait mentionné ce colonel Philippe Martin lors de notre dernière conversation téléphonique, se souvint Antoine. Il disait que cet homme s'intéressait trop à ses recherches, comme s'il savait quelque chose que Julien ignorait. Mais est-ce que votre frère vous a expliqué quel type de recherche il menait vraiment, demanda Marcel. Officiellement, Julien étudiait l'érosion des formations rocheuses pour sa thèse de doctorat, mais il m'a confié avoir trouvé des références dans des archives historiques sur de possibles trésors enfouis dans cette région. Pas des trésors d'or, mais des artefacts gallo-romains de valeur scientifique. Marcel échangea un regard avec Sophie. Cela expliquait les coordonnées précises et l'intérêt de l'armée pour les activités de Julien. « Monsieur Dubois, dit Marcel avec prudence,
je pense que votre frère a découvert quelque chose que quelqu'un ne voulait pas qu'il trouve, et je crois que cette personne est peut-être encore en vie. Antoine hocha lentement la tête. Docteur, j'ai besoin de votre aide pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Julien. J'ai vécu 14 ans en pensant que mon frère était un imprudent mort dans la plaine. Maintenant, je vois qu'il a été victime de quelque chose de bien pire. Allons contacter la gendarmerie locale, décida Marcel. Avec ces preuves, ils peuvent rouvrir l'affaire comme une enquête criminelle. Mais Antoine avait une autre idée. Docteur, ce colonel Philippe Martin pourrait encore être en service actif. Si nous alertons les autorités immédiatement, il pourrait détruire des preuves supplémentaires ou intimider des témoins. Pourrions-nous enquêter discrètement d'abord? Marcel considéra la proposition. En tant qu'archéologue, il était habitué à découvrir des secrets enfouis par le temps. Ce secret-là était simplement plus récent et plus dangereux que les autres. D'accord, dit-il finalement, mais seulement pour quelques jours. Si nous trouvons des preuves d'un crime, nous devrons le signaler officiellement. Antoine sourit pour la première fois depuis son arrivée. Après 14 ans, il aurait enfin des réponses sur le sort de Julien. Antoine Dubois et le docteur Marcel Lefebvre commencèrent leur enquête en consultant les archives militaires publiques disponibles à la gendarmerie d'Arles. En tant que civil, Antoine avait un accès limité, mais sa profession d'ingénieur civil lui donnait de la crédibilité lorsqu'il demandait des informations sur des projets d'infrastructure dans la région dans les années 90. J'ai besoin de consulter les registres de construction militaire entre 1990 et 1995, expliqua Antoine au sergent de garde. Mon entreprise évalue la stabilité du terrain pour un projet de route. Le sergent, un homme âgé nommé Louis Martin, consulta les registres disponibles. La plupart des documents de cette époque sont archivés à Aix-en-Provence, expliqua-t-il. Mais je peux vous montrer les registres du personnel que nous avons ici. En parcourant les archives, Antoine trouva l'information qu'il cherchait. Le colonel Philippe Martin avait été affecté dans la région entre 1991 et 1994, spécifiquement chargé de la sécurité dans des zones d'intérêt stratégique de la plaine de la Crau. Le colonel Martin est-il toujours en service? Demanda Antoine avec désinvolture. Il a pris sa retraite il y a quelques années, répondit Louis Martin, mais il vit ici, à Arles. Il possède une ferme aux abords de la ville. Antoine remercia pour l'information et retrouva Marcel à l'hôtel où ils étaient tous deux logés. Cet après-midi-là, ils planifièrent leur prochaine étape. L'intéressant, dans les archives municipales, rapporta Marcel. En octobre 1992, juste après la disparition de Julien, il y a eu une quantité inhabituelle d'activités de construction militaire dans la zone où nous avons trouvé ces affaires. Marcel montra à Antoine les registres des permis de construction. Pendant les 2 dernières semaines d'octobre 1992, l'armée avait demandé des autorisations pour des travaux d'entretien de route à plusieurs endroits de la plaine. Julien a disparu le 13 octobre, se rappela Antoine. Selon ces documents, les travaux d'entretien ont commencé le 15 octobre et se sont terminés le 30 octobre, ajouta Marcel. 17 jours de travaux intensifs juste après la disparition de votre frère. Antoine étudia les cartes jointes au permis. Les lieux des travaux formaient un motif étrange. Tous se trouvaient dans un rayon de 5 km du site où Marcel avait trouvé les affaires de Julien. Docteur, quel type d'entretien routier nécessite 17 jours en pleine plaine? Demanda Antoine. Le type qui consiste à enfouir quelque chose qu'on ne veut pas qu'on trouve, répondit Marcel. Ce soir-là, ils décidèrent de visiter discrètement la ferme du colonel Philippe Martin, non pour l'affronter directement, mais pour observer et évaluer l'homme qui était peut-être la dernière personne à avoir vu Julien vivant. La ferme était située à 15 km d'Arles, sur une propriété de plusieurs hectares entourée par le paysage aride typique de la Crau. La maison principale était modeste mais bien entretenue, avec des véhicules indiquant une prospérité économique inhabituelle pour un militaire à la retraite. Ce n'est pas le style de vie d'un colonel à la retraite avec une pension militaire de base, observa Antoine en désignant une Peugeot 406 modèle 2005 et un Citroën Berlingot flambant neuf garé devant la maison. Marcel utilisa des jumelles pour observer la propriété depuis une colline proche.
Il y a beaucoup d'activités pour 20 heures. Je vois au moins 3 hommes se déplacer sur la propriété. Antoine prit les jumelles et observa. Un homme âgé, corpulent, avec une moustache grise et vêtu de vêtements civils, supervisait pendant que 2 hommes plus jeunes déchargeaient des caisses de la Peugeot. Ce doit être Martin, dit Antoine. La description correspond à ce que Julien a écrit dans son carnet. Un homme âgé, autoritaire, toujours à tout superviser. En observant, ils remarquèrent quelque chose de particulier. Les hommes transportaient les caisses vers un bâtiment à l'arrière, séparé de la maison principale. Ce bâtiment avait des caractéristiques d'entrepôt, mais avec une sécurité inhabituelle, des barreaux aux fenêtres et une porte métallique renforcée. « Que peut-il stocker qui nécessite autant de sécurité » murmura Marcel Lefebvre. Sa question trouva une réponse partielle lorsqu'un des assistants fit tomber une caisse. Le contenu se répandit brièvement avant d'être ramassé rapidement. Des objets scintillaient sous les lumières de la ferme, peut-être métalliques ou céramiques. « Docteur, chuchota Antoine Dubois, je crois que Julien a trouvé bien plus que des formations rocheuses dans la plaine. » Ils retournèrent à l'hôtel avec plus de questions que de réponses, mais avec une direction claire pour leur enquête. Le lendemain, ils contacteraient discrètement des personnes ayant connu Julien lors de son séjour à Arles en 1992. Le premier contact utile fut Marie Dubois, la propriétaire du petit hôtel où Julien s'était logé 14 ans plus tôt. Cette femme, sans lien de parenté avec les Dubois malgré le nom commun, se souvenait clairement du jeune géologue. C'était un garçon très poli, se rappela Marie. Et il posait toujours des questions sur l'histoire locale, surtout sur les anciens chemins de commerce des populations gallo-romaines. « Vous souvenez-vous si Julien a mentionné une découverte spécifique » demanda Antoine. « Oui, bien sûr. Quelques jours avant sa disparition, Julien est revenu très excité. Il a dit qu'il avait trouvé des références dans des archives historiques sur un lieu où les anciens commerçants enterraient des marchandises précieuses pendant les tempêtes de sable. » Marie continua, Julien avait identifié des motifs sur des cartes historiques qui suggéraient des emplacements précis. Il était convaincu qu'il pouvait découvrir des sites archéologiques importants jamais officiellement documentés. « Et quelqu'un d'autre était-il au courant de ces recherches » demanda Marcel. « Eh bien, Julien avait besoin d'autorisation militaire pour accéder à certaines zones de la plaine. Le colonel Philippe Martin est venu ici plusieurs fois pour lui parler. Au début, ils semblaient bien s'entendre, mais ensuite, j'ai remarqué une tension entre eux. » « Quel genre de tension » insista Antoine. « Julien m'a dit que Martin posait trop de questions sur les méthodes exactes de ses recherches. Il voulait savoir comment Julien avait identifié les emplacements, quelles cartes il utilisait, s'il avait partagé des informations avec d'autres personnes. » Marie baissa la voix. Julien soupçonnait que Martin avait ses propres intérêts dans la zone. Une nuit, il m'a confié avoir vu des équipes militaires travailler dans des zones officiellement interdites à la recherche scientifique. Cette information confirma les soupçons d'Antoine et de Marcel. Martin n'avait pas été simplement un officier assigné pour accompagner Julien. Il avait des motivations personnelles. « Julien vous a-t-il laissé un document ou une carte » demanda Antoine avec espoir. « Pas de document, mais il m'a demandé une faveur étrange » se souvint Marie. Il m'a donné une enveloppe scellée avec des instructions pour l'envoyer par courrier à une adresse à Paris s'il ne revenait pas après une semaine. Antoine et Marcel se regardèrent avec anticipation. « Avez-vous envoyé l'enveloppe » demanda Marcel. « Non, 2 jours après la disparition de Julien, le colonel Martin est venu ici avec des soldats. Ils ont dit que c'était une enquête officielle et ont confisqué toutes les affaires que Julien avait laissées dans sa chambre, y compris l'enveloppe. » « Vous souvenez-vous de l'adresse sur l'enveloppe » demanda Antoine avec urgence. Marie réfléchit soigneusement. C'était un bureau de poste à Paris, numéro 8 rue de la Justice 247, si je ne me trompe pas, Antoine sourit. C'était l'adresse de son bureau d'ingénieur. Julien avait tenté de lui envoyer des informations cruciales, mais Martin avait intercepté la communication. « Madame Dubois, dit Antoine, seriez-vous prête à témoigner officiellement à ce sujet si nécessaire ? Bien sûr. Julien était un bon garçon.
Si quelque chose de mal lui est arrivé, les responsables doivent payer. Après l'entretien avec Marie, Antoine et Marcel avaient une vision plus claire des événements d'octobre 1992. Julien avait découvert quelque chose de précieux. Martin s'était approprié les informations. Et quand Julien était devenu un obstacle, le colonel avait pris des mesures pour l'éliminer. Il nous faut des preuves matérielles, décida Antoine. Les témoignages sont utiles, mais nous avons besoin de preuves concrètes que Martin était impliqué dans des activités illégales. Que suggérez-vous ? Demanda Marcel. Une surveillance nocturne de la ferme. Si Martin trafique des artefacts archéologiques, il doit avoir des contacts réguliers avec des acheteurs. Il finira par commettre une erreur que nous pourrons documenter. Marcel considéra la proposition. En tant qu'archéologue, l'idée que des artefacts gallo-romains précieux soient vendus illégalement lui était profondément choquante. D'accord, décida-t-il. Mais si nous sommes découverts, nous pourrions être en grand danger. Julien est déjà mort, répondit Antoine avec détermination. Je ne permettrai pas que son assassin reste libre encore 14 ans. Cette nuit-là, ils établirent un point d'observation dans les collines proches de la ferme de Martin. Avec un équipement de vision nocturne qu'Antoine avait emprunté à son entreprise d'ingénierie, ils pouvaient surveiller la propriété sans être détectés. Leur patience fut récompensée. Vers minuit, une camionnette sans plaque arriva à la ferme. 3 hommes, ayant l'apparence de commerçants urbains, se réunirent avec Martin et ses assistants dans le bâtiment entrepôt. Pendant plus d'1 heure, les visiteurs examinèrent des objets que Martin sortait de caisses sécurisées. Bien que la distance empêchât de voir des détails précis, les objets avaient clairement une valeur considérable. Les acheteurs utilisaient des lampes torches spéciales et des loupes pour les examiner soigneusement. « Ce n'est pas du bétail ni des produits agricoles », murmura Antoine. « Et ce ne sont définitivement pas des articles légaux », ajouta Marcel. « Les transactions légales ne se font pas à minuit dans des entrepôts cachés. » Ils documentèrent la réunion avec un appareil photo à longue portée, obtenant des clichés des participants et des véhicules impliqués. Bien que les images ne montraient pas précisément ce qui était vendu, elles établissaient un schéma d'activité suspecte. La réunion se termina vers 2 heures du matin. Les visiteurs chargèrent plusieurs caisses dans leur camionnette et partirent. Martin et ses assistants ramenèrent les objets restants dans l'entrepôt et fermèrent la propriété. « Demain, nous suivrons cette camionnette », décida Antoine. « Il faut identifier ses acheteurs, et je vais contacter discrètement des collègues archéologues à Aix-en-Provence », ajouta Marcel Lefebvre. « S'il existe un réseau de trafic d'artefacts, d'autres professionnels ont peut-être remarqué des pièces suspectes sur le marché. » En regagnant l'hôtel, tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne. Ils n'étaient plus de simples observateurs enquêtant sur un mystère vieux de 14 ans. Ils traquaient désormais activement un criminel qui avait prouvé être prêt à tuer pour protéger ses secrets. Le lendemain, Marcel contacta son collègue, le docteur André Dubois, directeur de l'Institut d'archéologie de Provence à Aix-en-Provence. Sans révéler totalement ses soupçons, Marcel s'enquit discrètement des éventuelles irrégularités sur le marché des artefacts gallo-romains dans les années 90. « C'est intéressant que tu poses la question », répondit André par téléphone. « Nous avons des dossiers sur plusieurs pièces exceptionnelles apparues lors de ventes aux enchères privées entre 1993 et 1995. Toutes provenaient soi-disant de collections particulières, mais nous n'avons jamais pu vérifier leur provenance. » « Et quel genre de pièces ?» demanda Marcel. « Principalement des céramiques rituelles gallo-romaines et quelques objets métalliques uniques. Ce qui est étrange, c'est que toutes ces pièces présentaient des caractéristiques cohérentes avec des sites spécifiques de la plaine de la Crau, mais aucune fouille officielle n'a jamais été signalée dans ces zones. » Marcel sentit ses soupçons se confirmer. « Docteur Dubois, conservez-vous des photographies ou des documents sur ces pièces ? » Bien sûr. Nous tenons des registres détaillés de tous les artefacts suspects que nous identifions, même si nous ne pouvons pas poursuivre légalement les vendeurs. Serait-il possible de consulter ces archives ? Je travaille sur des connexions possibles avec un site que nous fouillons. Viens demain matin, je te montrerai tout ce que nous avons.
Pendant que Marcel planifiait son voyage à Aix-en-Provence, Antoine décida d'adopter une approche plus directe. Il avait localisé l'adresse d'un ancien subordonné de Philippe Martin dans les années 90, l'ex-lieutenant Luc Moreau, désormais à la retraite et travaillant comme mécanicien à Arles. Antoine se rendit à l'atelier de Luc sous prétexte de faire réparer sa voiture de location, une Renault Laguna. Au cours d'une conversation informelle, il mentionna être le frère de Julien Dubois. La réaction de Luc fut immédiate et révélatrice. Cet homme d'environ 50 ans se raidit visiblement en entendant le nom de Julien. Julien Dubois, ça ne me dit rien, mentit Luc, mais ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il feignait d'examiner le moteur de la voiture d'Antoine. C'était un géologue qui a disparu en 1992, insista Antoine. Mon frère a mentionné dans ses notes avoir rencontré plusieurs militaires de la base locale. Luc évita le contact visuel direct. 1992, c'est loin. J'ai croisé beaucoup de civils pendant mon service. Antoine décida de le pousser subtilement. Mon frère a écrit à propos d'un colonel très coopératif qui l'a aidé avec les autorisations pour ses recherches. Le colonel Martin, je crois. Le colonel Martin était un bon officier, répondit Luc, mais sa voix semblait forcée. Il suivait toujours les réglementations appropriées. Êtes-vous toujours en contact avec lui? On se voit parfois lors de réunions d'anciens combattants, admit Luc. Pourquoi cette question? Que s'est-il passé avec votre frère? Antoine détecta un réel nervosisme dans la question. Luc savait quelque chose de précis sur Julien. Ce n'était pas une simple curiosité générale. Nous avons retrouvé ses affaires dans la plaine après 14 ans, expliqua Antoine, observant attentivement la réaction de Luc. Nous essayons de reconstituer ces derniers jours. Luc cessa de travailler sur le moteur et s'essuya les mains de manière compulsive avec un chiffon. Votre frère était curieux, dit-il enfin. Et il posait beaucoup de questions sur des zones interdites aux civils. Quel genre de questions? Il voulait savoir sur les itinéraires de patrouille, les horaires de surveillance, les endroits où des soldats avaient signalé des découvertes étranges. Cette information était nouvelle et significative. Julien avait collecté des renseignements sur les activités militaires, pas seulement des autorisations d'accès. Le colonel Martin savait-il que Julien posait ces questions, demanda Antoine. Luc hésita avant de répondre. Le colonel savait tout ce qui se passait dans sa juridiction, y compris ce que Julien avait trouvé dans la plaine. Soudain, Luc referma le capot de la voiture brusquement. Votre véhicule est en ordre, pas besoin de réparation. Monsieur Moreau, si vous savez quelque chose sur ce qui est arrivé à mon frère, je vous en prie, dites-le-moi. J'ai attendu 14 ans pour avoir des réponses. Luc regarda nerveusement vers la rue, comme s'il craignait d'être observé. Votre frère a trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'a-t-il trouvé? Je ne peux pas en parler ici, chuchota Luc. Si vous voulez vraiment savoir, venez chez moi ce soir après 22 heures. J'habite au 247 rue des Moulins. Antoine acquiesça et paya pour la prétendue réparation. En partant, il remarqua que Luc ferma immédiatement son atelier, bien qu'il fût tôt dans l'après-midi. Ce soir-là, Antoine arriva ponctuellement à l'adresse indiquée. La maison de Luc était une construction modeste dans un quartier ouvrier d'Arles. Luc l'accueillit nerveusement et le conduisit dans la cour arrière, loin des fenêtres et d'éventuels dispositifs d'écoute. Ce que je vais vous dire peut nous mettre tous les deux en danger, commença Luc. Mais votre frère était un homme bien, et ce qui lui est arrivé n'était pas juste. Que lui est-il arrivé? Demanda Antoine directement. Julien a découvert une grotte contenant des artefacts gallo-romains extraordinaires, céramiques, bijoux, objets rituels valant des millions d'euros. Mais cette grotte se trouvait en territoire militaire, et le colonel Martin en connaissait déjà l'existence. Luc expliqua que Martin extrayait des artefacts de divers sites depuis des années, les vendant à des collectionneurs privés et gardant les profits pour lui. Quand Julien est arrivé avec des cartes historiques identifiant exactement les mêmes emplacements que le colonel exploitait, Martin a réalisé que son opération était en danger.
Pourquoi Julien était-il une menace? Parce que Julien était un scientifique légitime avec des connexions académiques. S'il publiait ses recherches, d'autres archéologues viendraient étudier la zone. Le colonel ne pouvait pas continuer son trafic avec des scientifiques surveillant le secteur. Antoine ressentit un mélange de tristesse et de colère. Son frère avait été assassiné pour avoir fait exactement ce qu'il était censé faire, de la recherche scientifique légitime. « Avez-vous participé au meurtre de mon frère ?» demanda Antoine directement. Luc secoua vigoureusement la tête. « Non, j'étais juste lieutenant. Le colonel m'a ordonné de l'accompagner le matin du 13 octobre, mais ensuite il m'a renvoyé à la base. Il a dit qu'il allait régler le problème du géologue personnellement. » Et qui d'autre était impliqué? Le caporal Jean Dupont a aidé le colonel ce jour-là. Dupont est mort dans un accident de voiture en 1998. Antoine nota mentalement que cet accident n'en était peut-être pas un. Où est le corps de Julien? Je ne sais pas exactement. Le colonel et Dupont sont revenus cette nuit-là avec une pelleteuse militaire. Ils ont travaillé toute la nuit quelque part dans la plaine. Le lendemain, le colonel a officiellement signalé que le géologue s'était perdu et était probablement mort de déshydratation. Pourquoi n'avez-vous rien signalé aux autorités supérieures? Luc baissa la tête, honteux. Parce que le colonel m'a menacé. Il a dit que si je parlais, il m'accuserait d'être complice du trafic d'artefacts. Il avait des preuves falsifiées prêtes à m'incriminer. Mais vous avez continué à servir sous ses ordres après ça. Je n'avais pas le choix. Et en plus, le colonel me donnait de l'argent de temps en temps pour me faire taire. Pas beaucoup, mais assez pour que je sache qu'il avait des ressources considérables. Antoine Dubois comprit que Luc Moreau avait été à la fois victime et complice du système de corruption de Philippe Martin. Monsieur Moreau, seriez-vous prêt à témoigner officiellement à ce sujet? Luc resta silencieux pendant plusieurs minutes. Si vous me garantissez une protection et une immunité, oui. Je vis avec cette culpabilité depuis 14 ans. Martin est toujours actif dans le trafic d'artefacts. Oui, mais il est plus prudent maintenant. Il ne travaille qu'avec des acheteurs de confiance et déplace la marchandise moins souvent. Savez-vous où il stocke les artefacts? Dans sa ferme, il y a un entrepôt souterrain. Il l'a construit en 1993 avec l'argent de ses ventes illégales. Cette information expliquait l'activité de construction que Marcel Lefebvre avait trouvée dans les registres municipaux. Une dernière chose, ajouta Luc. Le colonel tient des registres détaillés de toutes ses transactions. Il est obsessionnel avec la documentation, même pour ses activités illégales. Il dit que c'est pour se protéger si un de ses acheteurs tente de le trahir. Antoine remercia Luc pour ses informations et prit congé. Il disposait désormais d'un témoignage direct sur le meurtre de Julien et de preuves de l'opération continue de Martin. Le lendemain, Marcel revint d'Aix-en-Provence avec des informations complémentaires. Les archives de l'Institut d'archéologie de Provence contenaient des photographies de dizaines de pièces suspectes apparues sur le marché de l'art entre 1993 et 2005. Regarde ceci, dit Marcel en montrant à Antoine un catalogue de vente aux enchères de 1994. Cette pièce cérémonielle en cuivre a été vendue pour 50 000 €. Selon nos registres, elle est identique à des artefacts trouvés spécifiquement dans des sites de la plaine de la Crau. Antoine examina les photographies. Avez-vous une idée de la valeur totale de ce que Martin a vendu toutes ces années? De manière prudente, plusieurs millions d'euros. Les artefacts gallo-romains authentiques ont un marché international très lucratif. Luc m'a confirmé que Martin tient des registres détaillés de ses transactions, rapporta Antoine. Si nous pouvons accéder à ces registres, nous aurons des preuves complètes de son opération. Es-tu en train de suggérer qu'on entre illégalement dans sa ferme? Demanda Marcel. Je suggère qu'on documente un crime en cours, corrigea Antoine. Nous savons qu'il y a des activités illégales régulières. Si nous les documentons correctement, les autorités auront une cause probable pour une perquisition légale. Marcel considéra la proposition.
Il nous faudrait des preuves très solides pour convaincre les procureurs de poursuivre un ancien colonel de l'armée. Nous les aurons, promis Antoine, mais d'abord, nous devons accéder à cet entrepôt souterrain. Ce soir-là, ils planifièrent leur prochain mouvement. La combinaison du témoignage de Luc, des registres archéologiques de Marcel et des preuves de la propriété de Martin devrait suffire à construire un dossier criminel solide. Mais d'abord, ils avaient besoin de plus de preuves directes, et pour les obtenir, ils devraient risquer une approche dangereuse de l'homme qui avait assassiné Julien pour protéger ses secrets. Antoine et Marcel décidèrent de maintenir une surveillance continue de la ferme de Martin pendant plusieurs jours pour identifier des schémas précis dans ses activités. Ils établirent des tours de garde de 12 heures et documentèrent méticuleusement chaque véhicule, visiteur et activité suspecte. Le 3e jour de surveillance, ils observèrent quelque chose de révélateur. Une camionnette du gouvernement régional arriva à la ferme le matin. Un homme en costume formel, semblant avoir une autorité officielle, descendit du véhicule. C'est le directeur du patrimoine culturel de la région, identifia Marcel en reconnaissant l'homme à travers les jumelles. Le docteur Étienne Morel. J'ai assisté à des conférences où il a présenté. Un fonctionnaire du patrimoine culturel rend visite à Martin, demanda Antoine. Est-ce bon ou mauvais pour nous? Sa question trouva une réponse lorsqu'ils observèrent la rencontre entre Morel et Martin. Au lieu d'une inspection officielle, cela ressemblait à une consultation amicale. Morel examina plusieurs objets que Martin sortit de l'entrepôt, et les deux hommes conversèrent de manière détendue et familière. Le docteur Morel n'est pas là en tant qu'inspecteur, conclut Marcel avec dégoût. Il est là en tant que consultant ou évaluateur. Il aide Martin à estimer la valeur des artefacts pour une vente illégale. Ça semble exact. En tant que directeur du patrimoine, Morel a accès à des bases de données spécialisées et des connaissances pour authentifier des pièces rares. La réunion dura 3 heures. Lorsqu'Étienne Morel partit, il portait un attaché-caisse qu'il n'avait pas apporté, probablement contenant des documents ou un paiement. La corruption est plus profonde qu'on ne le pensait, dit Antoine. Si des fonctionnaires régionaux sont impliqués, à qui pouvons-nous signaler cela? Marcel avait une idée. Connais-tu la commandante Claire Dubois de la gendarmerie nationale? Il y a 2 ans, j'ai collaboré avec elle sur une affaire de trafic d'artefacts en Dordogne. Elle est totalement intégrée à l'autorité pour enquêter sur la corruption régionale. Pouvons-nous la contacter sans alerter les corrompus locaux? Oui, mais nous aurons besoin de preuves très solides avant d'impliquer la gendarmerie nationale. Une fois qu'une enquête officielle sera lancée, Martin et ses complices essaieront de détruire les preuves. Cet après-midi-là, ils décidèrent de tenter une approche plus risquée. Antoine rendrait visite directement à Martin, se présentant comme le frère de Julien et indiquant qu'il avait retrouvé certains objets personnels de son frère dans la plaine. C'est dangereux, prévint Marcel. Si Martin soupçonne que nous savons la vérité, il pourrait essayer de t'éliminer aussi. C'est un risque calculé, répondit Antoine. Martin a gardé son opération secrète pendant 14 ans parce qu'il est prudent. Il ne va pas tout risquer en tuant le frère de Julien immédiatement après que des preuves de son meurtre ont refait surface. Et s'il essaie de m'acheter ou de m'intimider, nous saurons définitivement qu'il est coupable, et nous aurons sa confession enregistrée. Antoine prépara un dispositif d'enregistrement caché et se rendit à la ferme de Martin. Il fut accueilli par l'un des assistants habituels, qui le conduisit jusqu'à l'endroit où Martin travaillait dans la cour principale. Philippe Martin, désormais âgé de 68 ans, conservait la posture militaire et la présence intimidante que Julien avait décrite dans son carnet. Ses yeux évaluèrent Antoine avec soin avant qu'il ne prenne la parole. « Vous devez être Antoine Dubois, » dit Martin sans préambule. « J'ai appris que vous étiez venu à Arles pour poser des questions sur votre frère. »« Colonel Martin, j'ai besoin de parler avec vous de Julien. Nous avons trouvé certaines de ses affaires et nous voulons comprendre ce qui lui est vraiment arrivé. » Martin fit un geste vers une table de pique-nique à l'ombre d'un arbre. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je me souviens bien de Julien. C'était un jeune homme intelligent, mais imprudent. » Imprudent de quelle manière?
Votre frère avait des idées romantiques sur la découverte de trésors archéologiques. Il ne comprenait pas les dangers réels de la plaine ou les complexités de travailler en territoire militaire. Antoine nota que Martin parlait de Julien au passé, comme s'il savait avec certitude qu'il était mort. Les dernières annotations dans son carnet mentionnent que vous alliez lui montrer le bon endroit pour ses recherches, dit Antoine avec prudence. Martin ne montra aucune surprise face au fait que le carnet avait été retrouvé. Oui, j'ai essayé de guider Julien vers des zones plus sûres pour son travail. Malheureusement, il a insisté pour explorer des zones dangereuses sans supervision adéquate. Vous l'avez accompagné partiellement lors de sa dernière expédition. Je l'ai conduit jusqu'à un point sûr et lui ai expliqué les itinéraires recommandés, mais Julien a décidé de continuer seul vers des zones que je lui avais spécifiquement conseillé d'éviter. La version de Philippe Martin était plausible, mais en contradiction avec le témoignage de Luc Moreau. Antoine décida de le pousser subtilement. Colonel, avec tout le respect que je vous dois, mon frère était un randonneur expérimenté. Pourquoi aurait-il ignoré les avertissements de sécurité d'un officier militaire? Martin se raidit légèrement. Votre frère pensait que j'essayais de le limiter inutilement. Il estimait que les restrictions militaires étaient bureaucratiques, pas fondées sur des dangers réels. Quel genre de danger réel? Terrains instables, animaux sauvages, tempêtes soudaines. La plaine ne pardonne pas les erreurs. Antoine opta pour une tactique plus directe. Colonel, au cours de notre enquête, nous avons entendu des rumeurs sur des activités archéologiques non autorisées dans la région dans les années 90. La réaction de Martin fut immédiate et révélatrice. Ses yeux se durcirent et sa posture devint plus rigide. Quel genre de rumeurs? Demanda-t-il d'une voix contrôlée mais tendue. Commerce illégal d'artefacts gallo-romains. Trafic de pièces précieuses vers des collectionneurs privés. Martin resta silencieux plusieurs secondes, évaluant visiblement sa réponse. Monsieur Dubois, dit-il enfin, il est dangereux de répéter des rumeurs sans fondement. Cela peut nuire à la réputation de personnes honnêtes et causer des problèmes juridiques à ceux qui les propagent. La menace était subtile, mais claire. Antoine décida de continuer à presser. Ce ne sont pas des rumeurs, colonel. Nous avons des documents sur des artefacts spécifiques apparus sur le marché de l'art immédiatement après la disparition de Julien. Martin se leva brusquement de la table. Cette conversation est terminée. Je vous suggère de vous concentrer sur le deuil de votre frère plutôt que de créer des problèmes pour des personnes qui ont essayé de l'aider. Et qui dit que Julien est mort? Demanda Antoine rapidement. Officiellement, il a simplement disparu. Martin réalisa son erreur trop tard. Bien sûr qu'il est mort, dit-il, tentant de se reprendre. Un homme ne peut pas survivre 14 ans dans la plaine. Antoine se leva à son tour. Colonel Martin, je crois que vous savez exactement ce qui est arrivé à Julien, et je pense que vous avez peur que la vérité éclate. M'accusez-vous de quelque chose de précis, monsieur Dubois? Je vous demande directement, avez-vous tué mon frère? Martin sourit froidement. Votre frère est mort par sa propre imprudence. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce n'est pas un démenti. C'est la seule réponse que vous obtiendrez de moi. Martin fit un geste vers ses assistants, qui s'approchèrent immédiatement. Accompagnez monsieur Dubois jusqu'à son véhicule et assurez-vous qu'il comprenne qu'il n'est plus le bienvenu sur ma propriété. En étant escorté vers sa voiture, Antoine remarqua quelque chose d'important. L'un des assistants de Martin portait une arme visible à sa ceinture. Ce n'étaient pas de simples ouvriers agricoles, mais des gardes armés. En quittant les lieux, Antoine observa plus attentivement la propriété. Il y avait des caméras de sécurité à des positions stratégiques et ce qui semblait être un système d'alarme périmétrique. Martin protégeait quelque chose de très précieux. Lorsqu'Antoine revint à l'hôtel, il trouva Marcel Lefebvre attendant avec des nouvelles importantes. J'ai contacté la commandante Claire Dubois, rapporta Marcel. Je lui ai expliqué la situation de base sans donner de détails précis. Elle veut nous rencontrer demain à Aix-en-Provence.
Comment a-t-elle réagi aux informations sur la corruption officielle? Elle a dit qu'il nous faudrait des preuves très solides pour poursuivre des fonctionnaires régionaux, mais que si nous avons un dossier valable, elle peut garantir que l'enquête sera gérée par des autorités nationales intègres. Antoine décrivit sa conversation avec Martin, y compris les menaces implicites et l'aveu involontaire concernant la mort de Julien. Martin a pratiquement admis que Julien est mort, conclut Antoine. Mais nous avons besoin de preuves matérielles pour étayer les témoignages. Que suggères-tu? Il faut accéder à cet entrepôt souterrain. Luc a dit que Martin tient des registres détaillés. Si nous pouvons documenter ces registres, nous aurons des preuves irréfutables de 14 ans de trafic illégal. Cela implique d'entrer illégalement sur la propriété, observa Marcel. Pas nécessairement. Si nous pouvons prouver une activité criminelle en cours, les autorités pourront obtenir un mandat de perquisition. Marcel examina les options. La commandante Claire pourrait nous aider à mettre en place une surveillance officielle. Avec les preuves de nos observations précédentes, cela pourrait justifier une enquête nationale. Parfait. Demain, nous lui montrons tout ce que nous avons documenté et lui demandons un soutien officiel. Ce soir-là, pendant qu'ils préparaient leur présentation pour la commandante Claire, Antoine et Marcel organisèrent toutes les preuves recueillies, photographies d'activités suspectes, témoignages de Luc Moreau et Marie Dubois, registres archéologiques de pièces trafiquées, et l'enregistrement de la conversation avec Martin. Nous avons un dossier solide, conclut Marcel. Mais Martin a opéré en toute impunité pendant 14 ans. Il doit avoir des protections politiques que nous ignorons. C'est pourquoi nous avons besoin de l'intervention nationale, répondit Antoine. La commandante Claire opère en dehors des réseaux de corruption locaux. Ils ignoraient que leurs préparatifs étaient surveillés. Martin avait placé Antoine sous surveillance après sa visite confrontante. Ses gardes avaient identifié l'hôtel où il séjournait et suivaient leurs mouvements. À l'aube, Martin se réunit avec le docteur Étienne Morel et d'autres complices pour planifier leur réponse à la menace que représentait l'enquête d'Antoine. Le frère du géologue en sait trop, dit Martin, et il a une aide professionnelle. Nous devons agir avant qu'il n'implique les autorités nationales. L'opération criminelle, restée cachée pendant 14 ans, était sur le point d'être exposée, mais Martin n'avait pas l'intention de laisser cela se produire pacifiquement. À 5 heures du matin, Antoine fut réveillé par la sonnerie de son téléphone portable. La voix à l'autre bout était tendue et urgente. Luc Moreau. Monsieur Dubois, vous devez quitter Arles immédiatement. Martin sait que vous avez parlé avec moi hier. Ces hommes posent des questions sur vous dans toute la ville. Antoine se réveilla complètement. Quel genre de questions? Ils veulent savoir où vous logez, quel véhicule vous conduisez, avec qui vous avez parlé. Je leur ai dit que vous n'avez demandé que des réparations mécaniques, mais Martin ne m'a pas cru. Êtes-vous en danger? Peut-être. Martin m'a demandé de venir à sa ferme cet après-midi pour clarifier certains malentendus. Ça ne sent pas bon. Antoine réveilla Marcel et lui expliqua la situation. Ils comprirent tous deux que leur enquête avait atteint un niveau dangereux. Nous devons accélérer nos plans, décida Marcel. La réunion avec la commandante Claire est à 14 heures à Aix-en-Provence. Si nous partons maintenant, nous pouvons arriver à temps. En emballant rapidement leurs affaires, Antoine remarqua un véhicule suspect garé devant l'hôtel. Une camionnette sombre avec 2 occupants, présente depuis leur arrivée la veille. On nous surveille, murmura-t-il à Marcel. Ils décidèrent d'utiliser la sortie arrière de l'hôtel pour éviter une confrontation directe. Marcel contacta le propriétaire de l'hôtel, qui leur permit de sortir par le parking de service. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à leur voiture de location, ils découvrirent que les pneus avaient été crevés pendant la nuit. Sabotage, conclut Antoine. Ils veulent nous garder à Arles. Marcel eut une idée. Sophie Laurent, mon assistante archéologue, est à Aix-en-Provence avec notre véhicule de travail. Nous pouvons l'appeler pour qu'elle vienne nous chercher. Et en plus, le colonel me donnait de l'argent de temps en temps pour me faire taire. Pas beaucoup, mais assez pour que je sache qu'il avait des ressources considérables.
Antoine Dubois comprit que Luc Moreau avait été à la fois victime et complice du système de corruption de Philippe Martin. Monsieur Moreau, seriez-vous prêt à témoigner officiellement à ce sujet? Luc resta silencieux pendant plusieurs minutes. Si vous me garantissez une protection et une immunité, oui. Je vis avec cette culpabilité depuis 14 ans. Martin est toujours actif dans le trafic d'artefacts. Oui, mais il est plus prudent maintenant. Il ne travaille qu'avec des acheteurs de confiance et déplace la marchandise moins souvent. Savez-vous où il stocke les artefacts? Dans sa ferme, il y a un entrepôt souterrain. Il l'a construit en 1993 avec l'argent de ses ventes illégales. Cette information expliquait l'activité de construction que Marcel Lefebvre avait trouvée dans les registres municipaux. Une dernière chose, ajouta Luc. Le colonel tient des registres détaillés de toutes ses transactions. Il est obsessionnel avec la documentation, même pour ses activités illégales. Il dit que c'est pour se protéger si un de ses acheteurs tente de le trahir. Antoine remercia Luc pour ses informations et prit congé. Il disposait désormais d'un témoignage direct sur le meurtre de Julien et de preuves de l'opération continue de Martin. Le lendemain, Marcel revint d'Aix-en-Provence avec des informations complémentaires. Les archives de l'Institut d'archéologie de Provence contenaient des photographies de dizaines de pièces suspectes apparues sur le marché de l'art entre 1993 et 2005. Regarde ceci, dit Marcel en montrant à Antoine un catalogue de vente aux enchères de 1994. Cette pièce cérémonielle en cuivre a été vendue pour 50 000 €. Selon nos registres, elle est identique à des artefacts trouvés spécifiquement dans des sites de la plaine de la Crau. Antoine examina les photographies. Avez-vous une idée de la valeur totale de ce que Martin a vendu toutes ces années? De manière prudente, plusieurs millions d'euros. Les artefacts gallo-romains authentiques ont un marché international très lucratif. Luc m'a confirmé que Martin tient des registres détaillés de ses transactions, rapporta Antoine. Si nous pouvons accéder à ces registres, nous aurons des preuves complètes de son opération. Es-tu en train de suggérer qu'on entre illégalement dans sa ferme? Demanda Marcel. Je suggère qu'on documente un crime en cours, corrigea Antoine. Nous savons qu'il y a des activités illégales régulières. Si nous les documentons correctement, les autorités auront une cause probable pour une perquisition légale. Marcel considéra la proposition. Il nous faudrait des preuves très solides pour convaincre les procureurs de poursuivre un ancien colonel de l'armée. Nous les aurons, promit Antoine, mais d'abord, nous devons accéder à cet entrepôt souterrain. Ce soir-là, ils planifièrent leur prochain mouvement. La combinaison du témoignage de Luc, des registres archéologiques de Marcel et des preuves de la propriété de Martin devrait suffire à construire un dossier criminel solide. Mais d'abord, ils avaient besoin de plus de preuves directes, et pour les obtenir, ils devraient risquer une approche dangereuse de l'homme qui avait assassiné Julien pour protéger ses secrets. Antoine et Marcel décidèrent de maintenir une surveillance continue de la ferme de Martin pendant plusieurs jours pour identifier des schémas précis dans ses activités. Ils établirent des tours de garde de 12 heures et documentèrent méticuleusement chaque véhicule, visiteur et activité suspecte. Le troisième jour de surveillance, ils observèrent quelque chose de révélateur. Une camionnette du gouvernement régional arriva à la ferme le matin. Un homme en costume formel, semblant avoir une autorité officielle, descendit du véhicule. C'est le directeur du patrimoine culturel de la région, identifia Marcel en reconnaissant l'homme à travers les jumelles. Le docteur Étienne Morel. J'ai assisté à des conférences où il a présenté. Un fonctionnaire du patrimoine culturel rend visite à Martin, demanda Antoine. Est-ce bon ou mauvais pour nous? Sa question trouva une réponse lorsqu'ils observèrent la rencontre entre Morel et Martin. Au lieu d'une inspection officielle, cela ressemblait à une consultation amicale. Morel examina plusieurs objets que Martin sortit de l'entrepôt, et les deux hommes conversèrent de manière détendue et familière. Le docteur Morel n'est pas là en tant qu'inspecteur, conclut Marcel avec dégoût. Il est là en tant que consultant ou évaluateur. Il aide Martin à estimer la valeur des artefacts pour une vente illégale. Ça semble exact. En tant que directeur du patrimoine,
Morel a accès à des bases de données spécialisées et des connaissances pour authentifier des pièces rares. La réunion dura 3 heures. Lorsqu'Étienne Morel partit, il portait un attaché-caisse qu'il n'avait pas apporté, probablement contenant des documents ou un paiement. La corruption est plus profonde qu'on ne le pensait, dit Antoine. Si des fonctionnaires régionaux sont impliqués, à qui pouvons-nous signaler cela? Marcel avait une idée. Connais-tu la commandante Claire Dubois de la gendarmerie nationale? Il y a 2 ans, j'ai collaboré avec elle sur une affaire de trafic d'artefacts en Dordogne. Elle est totalement intégrée à l'autorité pour enquêter sur la corruption régionale. Pouvons-nous la contacter sans alerter les corrompus locaux? Oui, mais nous aurons besoin de preuves très solides avant d'impliquer la gendarmerie nationale. Une fois qu'une enquête officielle sera lancée, Martin et ses complices essaieront de détruire les preuves. Cet après-midi-là, ils décidèrent de tenter une approche plus risquée. Antoine rendrait visite directement à Martin, se présentant comme le frère de Julien et indiquant qu'il avait retrouvé certains objets personnels de son frère dans la plaine. C'est dangereux, prévint Marcel. Si Martin soupçonne que nous savons la vérité, il pourrait essayer de t'éliminer aussi. C'est un risque calculé, répondit Antoine. Martin a gardé son opération secrète pendant 14 ans parce qu'il est prudent. Il ne va pas tout risquer en tuant le frère de Julien immédiatement après que des preuves de son meurtre ont refait surface. Et s'il essaie de m'acheter ou de m'intimider, nous saurons définitivement qu'il est coupable, et nous aurons sa confession enregistrée. Antoine prépara un dispositif d'enregistrement caché et se rendit à la ferme de Martin. Il fut accueilli par l'un des assistants habituels, qui le conduisit jusqu'à l'endroit où Martin travaillait dans la cour principale. Philippe Martin, désormais âgé de 68 ans, conservait la posture militaire et la présence intimidante que Julien avait décrite dans son carnet. Ses yeux évaluèrent Antoine avec soin avant qu'il ne prenne la parole. « Vous devez être Antoine Dubois, » dit Martin sans préambule. « J'ai appris que vous étiez venu à Arles pour poser des questions sur votre frère. »« Colonel Martin, j'ai besoin de parler avec vous de Julien. Nous avons trouvé certaines de ses affaires et nous voulons comprendre ce qui lui est vraiment arrivé. » Martin fit un geste vers une table de pique-nique à l'ombre d'un arbre. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je me souviens bien de Julien. C'était un jeune homme intelligent, mais imprudent. » Imprudent de quelle manière? Votre frère avait des idées romantiques sur la découverte de trésors archéologiques. Il ne comprenait pas les dangers réels de la plaine ou les complexités de travailler en territoire militaire. Antoine nota que Martin parlait de Julien au passé, comme s'il savait avec certitude qu'il était mort. Les dernières annotations dans son carnet mentionnent que vous alliez lui montrer le bon endroit pour ses recherches, dit Antoine avec prudence. Martin ne montra aucune surprise face au fait que le carnet avait été retrouvé. Oui, j'ai essayé de guider Julien vers des zones plus sûres pour son travail. Claire Dubois considéra la requête. Vous pouvez venir, mais vous resterez dans le véhicule de commandement à une distance sécurisée. Cette opération pourrait devenir dangereuse. À minuit, une opération fédérale complète se dirigeait vers la ferme de Philippe Martin. 14 ans après la mort de Julien Dubois, son assassin allait enfin affronter les conséquences de ses crimes. L'opération fédérale se positionna stratégiquement autour de la ferme de Martin à 23h45. La commandante Claire coordonnait depuis un véhicule de commandement équipé de technologies de surveillance avancée, tandis qu'Antoine observait anxieusement à travers des moniteurs vidéo. Nous confirmons 3 véhicules non identifiés sur la propriété, rapporta l'agent superviseur Louis Martin par radio. Plaques immatriculées en Suisse et au Royaume-Uni. Cela correspond aux informations de Luc sur des acheteurs internationaux, nota Antoine. Luc, qui accompagnait l'opération en tant que témoin protégé, identifia l'un des véhicules. Cette berline noire appartient à Jonathan Mitchell, un trafiquant d'art américain. Martin fait des affaires avec lui depuis des années. À travers des équipements de vision nocturne, les agents pouvaient observer une activité intense dans l'entrepôt souterrain. Martin et ses assistants avaient sorti de nombreuses caisses et les avaient disposées sur des tables pour exposition. « Pouvez-vous voir quel type d'objet il présente » demanda Antoine. « Négatif à cette distance,
répondit Claire. Mais nous avons des équipements à longue portée qui enregistrent tout pour l'épreuve. À minuit 20, la transaction principale commença. Les acheteurs internationaux examinèrent systématiquement les artefacts, utilisant des lampes torchées spéciales et des loupes professionnelles pour vérifier leur authenticité. Sophie Laurent, qui avait insisté pour participer en tant que consultante archéologique pour l'opération, surveillait l'activité à travers des télescopes à haute résolution. Je peux confirmer visuellement qu'ils examinent des artefacts gallo-romains authentiques, rapporta Sophie. Je vois des céramiques peintes, des objets métalliques ouvragés et ce qui semble être des bijoux cérémoniels. Valeur estimée, demanda Claire. L'impossible à déterminer précisément, mais de manière prudente, nous parlons de centaines de milliers d'euros dans une seule transaction. La vente se prolongea pendant plus d'une heure. Les acheteurs sélectionnèrent environ 20 pièces et entamèrent des négociations de prix avec Martin. Luc fournit un contexte sur le processus. Martin n'accepte jamais le premier prix proposé. Il va négocier agressivement car il sait que ces pièces sont authentiques et rares. À 1h45, les négociations se conclurent. Les acheteurs transférèrent de l'argent par voie électronique à l'aide d'ordinateurs portables, tandis que Martin vérifiait les paiements en temps réel. Ils effectuent des virements bancaires internationaux, observa le spécialiste financier de l'opération. Nous pouvons retracer ces transactions pour identifier les comptes de Martin. Lorsque les acheteurs commencèrent à charger les artefacts dans leur véhicule, Claire prit la décision d'intervenir. Tous les équipes, initiaient l'arrestation. Code Alpha 7. Arrêtez tous les individus présents et sécurisez toutes les preuves. Les agents fédéraux encerclèrent simultanément la propriété depuis plusieurs directions. Des projecteurs à haute intensité illuminèrent soudainement la ferme, tandis que des haut-parleurs annonçaient « Gendarmerie nationale », gardez les mains visibles et ne bougez pas. La réaction de Martin fut immédiate, mais calculée. Au lieu de tenter de fuir, il cria des ordres à ses assistants pour détruire des documents spécifiques. Luc, brûle les registres de l'entrepôt. Jean, détruit les ordinateurs. Mais les agents avaient anticipé les tentatives de destruction de preuves. Des équipes spécialisées firent irruption simultanément dans l'entrepôt souterrain et la maison principale, sécurisant les documents avant qu'ils ne puissent être détruits. Antoine observa avec une satisfaction mêlée de tristesse tandis que Martin était menotté. Après 14 ans, l'assassin de Julien était enfin sous les verrous. Philippe Martin, déclara officiellement la commandante Claire, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de patrimoine culturel, crime organisé, corruption de fonctionnaires publics et suspicion de meurtre au premier degré. Martin ne montra ni surprise ni résistance à l'arrestation. Son expression était celle de la résignation, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années. Les acheteurs internationaux furent également arrêtés et accusés de conspiration pour trafic de patrimoine culturel français. Leurs véhicules et équipements électroniques furent confisqués comme preuve. Dans l'entrepôt souterrain, les agents découvrirent une opération plus sophistiquée qu'ils ne l'avaient anticipée. Outre les artefacts prêts à la vente, ils trouvèrent un laboratoire complet pour restaurer et falsifier des documents de provenance. Sophie effectua un inventaire préliminaire des artefacts saisis. Il y a plus de 200 pièces ici, rapporta TL avec stupéfaction. Elles représentent plusieurs cultures gallo-romaines et probablement des décennies d'excavations illégales. Mais la découverte la plus significative se trouvait dans le bureau personnel de Martin. Les agents trouvèrent des dossiers méticuleusement organisés documentant chaque transaction, chaque acheteur et chaque site d'excavation au cours des 20 dernières années. Martin tenait des registres détaillés de tout, rapporta l'agent Louis Martin. Nom des acheteurs, prix de vente, date d'excavation, emplacement précis des sites pillés. Luc avait raison sur l'obsession de Martin pour la documentation. Les dossiers incluaient des photographies d'artefacts, des cartes de sites archéologiques et une correspondance avec des acheteurs internationaux. Plus important pour Antoine, les dossiers contenaient un dossier spécifique intitulé Problème du bois, 1992. Un commandante, appela Antoine avec urgence, j'ai besoin de voir ce dossier immédiatement. Claire autorisa Antoine à examiner le contenu sous supervision.
Le dossier contenait des copies de la correspondance de Julien avec des universités, des photocopies de ses cartes de recherche et des notes manuscrites de Martin sur le problème que Julien représentait. Une note datée du 10 octobre 1992 était particulièrement révélatrice. Dubois a identifié 3 sites principaux que nous exploitons. Sa recherche académique attira une attention officielle sur toute la région. Il doit être arrêté définitivement avant qu'il ne publie ses résultats. Une autre note du 12 octobre disait « Dubois a refusé une offre de partenariat. Il insiste pour procéder à une publication académique. Une action décisive est requise demain. » Antoine lut les documents avec horreur et satisfaction. Il avait enfin une preuve écrite de la préméditation du meurtre de Julien. « Il y a plus », continua l'agent Louis, montrant une carte détaillée de la plaine. Martin a marqué l'emplacement exact où il a enterré le corps de Julien. La carte indiquait des coordonnées GPS précises, à environ 10 km du site où Marcel avait trouvé les affaires de Julien. Martin avait enterré le corps loin de ses affaires pour brouiller les futures enquêtes. « Pouvons-nous récupérer les restes de Julien ?» demanda Antoine. « Nous organiserons une fouille officielle demain, promit Claire. Après 14 ans, votre frère pourra enfin recevoir une sépulture appropriée. » Alors que les agents continuaient de traiter les preuves, Martin demanda à parler en privé avec Antoine. Contre l'avis de Claire, Antoine accepta la rencontre sous stricte supervision. « Que voulez-vous me dire ?» demanda Antoine directement. « Votre frère était un homme courageux, » dit Martin sans expression. « Il a refusé l'argent, il a refusé les menaces, il a insisté pour faire ce qui était juste, même en connaissant les conséquences. » « Pourquoi me dites-vous cela ? » « Parce que je veux que vous sachiez que Julien est mort avec honneur. Il n'a pas supplié, il ne s'est pas compromis, il est mort en défendant ses principes. » Antoine ressentit un mélange de douleur et de fierté. « Comment l'avez-vous tué ?» Martin hésita avant de répondre. « Une balle. Ce fut rapide. Julien n'a pas souffert. » « Où exactement ? » « Dans la grotte où il avait trouvé les artefacts les plus précieux. » L'ironie appropriée, acquiesça Antoine. Après 14 ans d'incertitude, il connaissait enfin les détails précis de la mort de Julien. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» demanda Antoine. « Votre frère n'a pas été la première personne que j'ai tuée pour protéger mon opération, » confessa Philippe Martin. « Et il n'a pas été le dernier. » Cette confession ajouta des dimensions supplémentaires à l'affaire. Si Martin avait assassiné d'autres personnes, d'autres familles méritaient des réponses. « Et qui d'autre avez-vous tué ?» demanda Claire Dubois, intervenant dans la conversation. « Le caporal Jean Dupont n'est pas mort dans un accident de voiture en 1998, révéla Martin. Je l'ai éliminé parce qu'il envisageait de coopérer avec une enquête interne de l'armée. Combien de personnes avez-vous tué au total ? 4 sur 20 ans d'opération. Tous pour la même raison, ils menaçaient mon commerce. » Claire prit note mentalement de lancer des enquêtes sur les autres meurtres. L'affaire s'était élargie, passant du trafic d'art à de multiples homicides prémédités. Vers 4 heures du matin, l'opération à la ferme se conclut. Martin et ses complices furent transférés dans des installations nationales sécurisées à Aix-en-Provence, tandis que des camions spécialisés transportaient toutes les preuves confisquées. Antoine sentit enfin qu'un poids de 14 ans avait été ôté de ses épaules. Julien aurait justice, et les crimes de Martin seraient pleinement exposés. Mais une tâche finale restait, récupérer le corps de Julien et lui offrir l'enterrement qu'il méritait. Malgré le succès de l'opération nocturne, l'enquête révéla que le réseau criminel de Martin était plus vaste qu'anticipé. Lors des interrogatoires initiaux, Martin avait fourni des informations sur d'autres complices absents lors de l'arrestation à la ferme. Le docteur Étienne Morel n'était pas présent hier soir, rapporta l'agent Louis Martin à la commandante Claire. Et selon les documents saisis, au moins 2 autres fonctionnaires sont impliqués et doivent être arrêtés. Luc Moreau apporta des informations supplémentaires lors de sa déclaration officielle. Martin a mentionné qu'il avait un plan de secours au cas où il serait découvert. Il a dit qu'il avait préparé des preuves pour incriminer d'autres personnes et négocier une réduction de peine.
Cette révélation inquiéta Claire. Quel type de preuve de secours? Des enregistrements de conversations avec des fonctionnaires corrompus, des documents signés par des complices, des photographies compromettantes. Martin se méfiait de tout le monde et documentait tout. Où gardait-il ces preuves de secours? Pas à la ferme. Martin a mentionné une boîte de sécurité en ville, mais il n'a jamais précisé l'emplacement. Pendant ce temps, le docteur Étienne Morel avait disparu de son bureau régional à Aix-en-Provence. Selon ses collègues, il n'était pas venu travailler ce matin-là et ne répondait pas aux appels téléphoniques. Morel a dû être alerté de l'arrestation de Martin, conclut Claire. Il est probablement en train de détruire des preuves ou de préparer sa fuite. Antoine proposa une action directe. Nous pouvons fouiller sa maison et son bureau avant qu'il ne détruise des documents importants. J'ai déjà des équipes en route, confirma Claire. Mais je soupçonne que Morel a eu assez de temps pour éliminer des preuves critiques. La perquisition du domicile de Morel révéla qu'il avait fait ses bagages précipitamment. Des vêtements avaient été retirés des placards, des documents personnels avaient disparu, et son ordinateur personnel avait été récemment formaté. Cependant, les techniciens informatiques trouvèrent des informations récupérables sur le disque dur. Parmi les fichiers partiellement supprimés, ils découvrirent une correspondance entre Morel et Martin remontant à plusieurs années. Morel n'authentifiait pas seulement les artefacts, rapporta le spécialiste informatique. Il coordonnait aussi les ventes internationales et gérait les virements bancaires pour l'ensemble de l'opération. Sophie Laurent, qui analysait les artefacts confisqués, fit une découverte troublante dans le bureau de Morel. J'ai trouvé des catalogues officiels du patrimoine culturel régional qui ont été altérés, rapporta TL. Morel a supprimé des registres de pièces spécifiques pour faire croire qu'elles n'avaient jamais existé dans les collections officielles. Qu'est-ce que cela implique exactement? Demanda Antoine. Que Morel volait des artefacts directement dans les musées régionaux, en plus de faciliter le trafic de pièces pillées illégalement. Cette révélation élargit l'ampleur du crime organisé. Ce n'était pas seulement du trafic de patrimoine archéologique, mais aussi un vol systématique de collections publiques. Vers midi, les agents reçurent un rapport indiquant que Morel avait été vu à l'aéroport d'Aix-en-Provence, tentant d'acheter un billet de dernière minute pour Lisbonne. Il essaie d'atteindre des connexions internationales depuis Lisbonne, déduisit Claire. Il a probablement des comptes bancaires près dans des paradis fiscaux. Claire autorisa une opération d'arrestation à l'aéroport, mais lorsque les agents arrivèrent, ils découvrirent que Morel avait été alerté à nouveau. L'employé de la compagnie aérienne rapporta qu'il avait annulé sa réservation 30 minutes plus tôt et était parti précipitamment. Mais quelqu'un au sein de notre opération transmet des informations, conclut Claire avec inquiétude. Morel est averti de nos mouvements. Luc suggéra une possibilité troublante. Martin a mentionné qu'il avait des contacts dans plusieurs agences gouvernementales. Il est possible que nous ayons des infiltrés dans la gendarmerie nationale. Claire décida de limiter les informations opérationnelles à un cercle très restreint d'agents de confiance. À partir de maintenant, seules 5 personnes auront un accès complet à nos plans, vous 4 et moi. Cet après-midi-là, ils reçurent un rapport indiquant que Morel avait été localisé dans un hôtel de bord de route près de Menton, à proximité de la frontière italienne, apparemment en train de se préparer à quitter la France. C'est notre chance, décida Claire. Nous allons capturer Morel avant qu'il ne passe en Italie. L'hôtel était situé dans une zone isolée, à 40 km de Menton. Lorsque les agents fédéraux encerclèrent la propriété, ils découvrirent que Morel n'était pas seul. Il avait engagé des gardes du corps armé, suggérant qu'il anticipait une poursuite. Nous avons une situation potentielle de prise d'otage, rapporta l'équipe tactique. 4 individus armés dans la chambre de Morel, plus le suspect principal. Antoine observait depuis le véhicule de commandement tandis que les agents établissaient un périmètre de sécurité autour de l'hôtel. La situation était devenue plus dangereuse que prévu. Claire tenta une négociation par téléphone avec Morel. Docteur Morel, vous êtes entouré par des agents fédéraux. Rendez-vous pacifiquement, et nous pouvons garantir votre sécurité. Je ne vais pas en prison,
cria Morel depuis la chambre. Martin a tout confessé. Mes options sont épuisées. Nous pouvons négocier une réduction de peine si vous coopérez pleinement avec l'enquête. Pas de négociation. Si je ne peux pas m'échapper, je vais emporter d'autres avec moi. Cette menace inquiéta sérieusement Claire. Morel avait accès à des informations qui pourraient compromettre des enquêtes supplémentaires ou mettre en danger des témoins protégés. Après 2 heures de négociations infructueuses, Morel tenta une fuite désespérée. Les gardes du corps sortirent de la chambre en tirant, tandis que Morel courait vers un véhicule de fuite dans le parking arrière. L'échange de tirs dura moins de 5 minutes. Les gardes du corps furent rapidement neutralisés par l'équipe tactique fédérale, mais Morel parvint à atteindre son véhicule et entama une poursuite à haute vitesse vers la frontière italienne. Antoine demanda l'autorisation de rejoindre la poursuite. Morel a des informations sur le meurtre de Julien. Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper. Claire autorisa Antoine à accompagner dans un véhicule de suivi, tandis que des unités spécialisées en poursuite prenaient la tête. La poursuite s'étendit sur des routes sinueuses vers Menton à des vitesses dépassant 120 km/h. Étienne Morel conduisait de manière erratique, suggérant la panique ou une possible intoxication. Le suspect se dirige directement vers le passage frontalier, rapporta le chef de la poursuite. Les autorités italiennes ont été alertées. Cependant, à 10 km de la frontière, Morel commit une erreur fatale en tentant d'éviter un barrage policier. Il perdit le contrôle de son véhicule dans un virage serré. La voiture fit plusieurs tonneaux avant de s'écraser contre des arbres sur le bas-côté de la route. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils trouvèrent Morel inconscient mais vivant, avec des blessures graves mais non mortelles. Il va survivre, rapporta le chef ambulancier, mais il a besoin d'une hospitalisation immédiate. Pendant que Morel était transporté à l'hôpital, les agents fouillèrent son véhicule accidenté. À l'arrière, ils trouvèrent une valise contenant des documents cruciaux que Morel avait tenté de protéger durant sa fuite. Ce sont les registres de secours mentionnés par Martin, annonça l'agent Louis Martin. Morel avait des copies de toute la correspondance entre complices sur les 10 dernières années. Les documents incluaient des listes de fonctionnaires corrompus dans plusieurs régions, des registres de virements bancaires internationaux et des photographies d'artefacts volés dans des musées officiels. Cela va impliquer des dizaines de personnes, murmura Claire en examinant les dossiers. La corruption est bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Antoine examina des documents spécifiques liés à Julien. Il y avait une correspondance entre Morel et Martin discutant du « problème du bois » et planifiant son élimination. Un courriel de Morel à Martin, daté du 11 octobre 1992, disait « Le géologue doit être arrêté définitivement. Sa recherche compromet des sites que nous exploitons depuis des années. Nous ne pouvons pas risquer une exposition académique. » Morel ne connaissait pas seulement le plan pour assassiner Julien, dit Antoine avec indignation. Il l'a activement encouragé. À l'hôpital, sous forte garde fédérale, Morel retrouva conscience après une chirurgie d'urgence. Ses premiers mots furent une confession partielle. Tout était l'idée de Martin, murmura-t-il faiblement. Je n'ai fourni qu'une expertise technique. Claire était présente pour l'interrogatoire initial. Docteur Morel, nous avons des preuves que vous avez activement participé à la planification du meurtre de Julien Dubois. Je ne savais pas que Martin allait le tuer, insista Morel. Je pensais qu'ils allaient juste l'intimider pour qu'il se taise. Vos courriels suggèrent le contraire, répondit Claire, montrant des copies de la correspondance récupérée. Morel lut ses propres messages et comprit qu'il n'avait pas de défense viable. Je veux négocier, dit-il enfin. J'ai des informations sur d'autres opérations similaires dans différentes régions. Quel type d'opération? Des réseaux de trafic de patrimoine culturel en Dordogne, Bretagne et Occitanie, tous utilisant les mêmes méthodes que nous avons développées en Provence. Cette révélation suggérait que le cas de Julien n'était qu'une petite partie d'une conspiration nationale bien plus vaste. Antoine en avait assez entendu. Après 14 ans, il avait des confessions complètes des 2 assassins de Julien. Son frère aurait enfin une justice complète.
Mais il comprenait maintenant que la mort de Julien n'était qu'un fragment d'un crime systématique contre le patrimoine culturel français, qui s'étendait sur des décennies. Avec Morel hospitalisé sous garde et ses documents sécurisés, la commandante Claire décida de confronter directement Martin avec toutes les preuves recueillies. L'interrogatoire formel eut lieu dans les installations de la gendarmerie nationale à Aix-en-Provence, avec Antoine présent en tant que témoin officiel. Martin avait passé 36 heures en garde à vue et avait eu le temps d'évaluer pleinement sa situation juridique. Lorsqu'il fut conduit dans la salle d'interrogatoire, son attitude était passée de la résignation à une arrogance calculée. Le colonel Martin, commença Claire formellement, vous êtes accusé de multiples crimes fédéraux, y compris meurtre prémédité. Comprenez-vous la gravité de votre situation? Je comprends que j'ai des informations précieuses à négocier, répondit Martin froidement. Et je comprends que vous avez plus besoin de ces informations que moi de coopérer. Antoine intervint directement. Pas de négociation pour le meurtre de mon frère. Nous voulons une confession complète sur comment et pourquoi vous l'avez tué. Martin regarda Antoine avec une expression évaluatrice. Votre frère était naïf. Il croyait pouvoir publier une recherche académique sans considérer les conséquences économiques pour d'autres personnes. Quelles conséquences économiques? Demanda Claire. Julien avait identifié des sites archéologiques que j'exploitais discrètement depuis des années. Si sa recherche devenait publique, elle attirerait une supervision gouvernementale et mettrait fin à une opération très lucrative. Martin expliqua qu'il avait d'abord tenté de soudoyer Julien pour qu'il modifie sa recherche. Je lui ai offert un partenariat, 50% des bénéfices sur tout artefact trouvé sur ces sites. C'était une offre généreuse. Julien a refusé le pot de vin, demanda Antoine. Non seulement il l'a refusé, il m'a menacé de me signaler aux autorités militaires supérieures si je ne cessais pas immédiatement mes activités illégales. C'est ce qui vous a motivé à le tuer? Martin resta silencieux plusieurs minutes, visiblement en train de débattre de la quantité d'informations à révéler. Votre frère m'a mis dans une position impossible, dit-il enfin. J'avais investi des années à développer des acheteurs fiables et des routes de trafic sécurisées. Je ne pouvais pas laisser un jeune idéaliste tout détruire. Claire pressa pour obtenir des détails précis. Il décrivait exactement ce qui s'est passé le 13 octobre 1992. Martin soupira profondément avant de commencer sa confession détaillée. J'ai emmené Julien sur le site où il avait trouvé les artefacts les plus précieux. Je lui ai dit que je voulais lui montrer le véritable trésor pour le convaincre que nous pouvions travailler ensemble. Julien soupçonnait vos intentions? Oui, il était nerveux. Il a demandé pourquoi nous y allions seuls, sans autres soldats. Je lui ai dit que c'était pour maintenir la confidentialité sur des emplacements sensibles. Antoine écoutait avec un mélange de fascination et d'horreur tandis que Martin décrivait les derniers moments de vie de Julien. Quand nous sommes arrivés à la grotte, Julien a immédiatement vu qu'elle avait été excavée professionnellement. Ce n'était pas un site vierge, c'était une opération d'extraction d'artefacts. Comment a-t-il réagi? Il s'est mis en colère. Il a commencé à photographier des preuves d'excavation illégale et m'a dit qu'il allait tout signaler aux autorités nationales immédiatement. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de le tuer? À ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas d'autre choix, corrigea Martin. Julien avait vu trop de choses et était trop intègre pour être soudoyé ou intimidé. Philippe Martin poursuivit sa description du meurtre avec un détachement clinique. Je lui ai dit que nous pouvions discuter de la situation pacifiquement. Lorsqu'il s'est approché pour parler, je lui ai tiré une balle dans la tête. Il est mort instantanément. Antoine ferma les yeux, imaginant les derniers instants de Julien. Son frère était mort en défendant précisément les principes qu'il avait toujours chéris, l'honnêteté scientifique et le respect du patrimoine culturel. « Qu'avez-vous fait du corps » demanda Claire. « Je l'ai enterré dans la grotte où il avait trouvé les artefacts. Il m'a semblé approprié qu'un archéologue soit inhumé dans un site archéologique. Pourquoi avez-vous enterré ces affaires dans un endroit différent ? Pour brouiller les pistes des futures enquêtes. Si quelqu'un trouvait le sac à dos et l'équipement, il chercherait le corps dans cette zone,
pas près de la grotte réelle. Martin avait calculé que les affaires, enterrées superficiellement, seraient éventuellement découvertes, mais qu'elles détourneraient les recherches de l'emplacement réel du corps. C'était une stratégie intelligente, admit Martin avec une fierté troublante. Ça a fonctionné pendant 14 ans. Antoine ne put se contenir davantage. Mon frère avait 24 ans. Il avait toute une vie devant lui. N'avez-vous jamais ressenti de remords? Martin considéra la question sérieusement. Le remords implique que j'ai pris la mauvaise décision. Julien m'a forcé à choisir entre ma survie économique et sa vie. J'ai choisi ma survie. Et les autres meurtres que vous avez confessés, demanda Claire. La même logique. Chaque personne menaçait mon opération. Chaque élimination était nécessaire pour protéger des intérêts économiques plus larges. Claire montra à Martin des photographies des artefacts confisqués. Pouvez-vous identifier des pièces spécifiques qui justifiaient un meurtre? Martin examina les photos avec l'air d'un connaisseur. Ce masque en turquoise vaut 400 000 €. Ces vases cérémoniels, 150 000 € chacun. Ces objets métalliques, 200 000 € pour l'ensemble. Valeur totale de l'opération sur 20 ans, environ 12 millions d'euros de vente brute, 6 millions de bénéfices nets après frais opérationnels. Antoine fit un calcul mental. Julien avait été assassiné pour protéger une opération de 6 millions d'euros répartie sur 20 ans. Mon frère valait plus que 300 000 € par an, dit-il avec indignation. Pas pour moi, répondit Martin sans émotion. Julien représentait un risque total pour l'opération. Son élimination a préservé des millions d'euros de revenus futurs. Claire en avait assez entendu pour constituer un dossier juridique solide. Colonel Martin, êtes-vous prêt à signer une confession officielle de vos crimes? Cela dépend de la considération que je recevrai pour une coopération complète. Quelles informations supplémentaires pouvez-vous fournir? Martin sourit de manière calculée. Les noms de tous les acheteurs internationaux sur 20 ans. Les emplacements de tous les sites pillés. Les détails d'opérations similaires dans d'autres régions. En échange, la perpétuité au lieu de la peine de mort, une prison de sécurité minimale, une protection contre d'autres prisonniers liés à mes activités. Claire considéra l'offre. Je dois consulter les procureurs fédéraux sur les termes précis. Pendant que Claire s'absentait pour passer des appels, Antoine resta seul avec Martin sous la supervision des gardes. Y a-t-il quelque chose que vous voulez me dire directement au sujet de Julien? Demanda Antoine. Votre frère était un homme meilleur que moi, admit Martin. Il avait des principes que j'avais sacrifiés il y a longtemps. Dans une autre vie, nous aurions pu être alliés. Mais vous ne regrettez pas de l'avoir tué? Les morts ne regrettent rien, répondit Martin philosophiquement. Seuls les vivants ont le luxe du remords. Antoine comprit qu'il n'obtiendrait jamais la satisfaction émotionnelle de voir Martin réellement repentant. L'homme était incapable de valeur morale au-delà d'un calcul économique. Lorsque Claire revint, elle avait l'autorisation de négocier avec Martin. Perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, offrit-elle. Prison fédérale standard avec protection en détention si nécessaire. En échange, une coopération complète dans toutes les enquêtes liées. Martin réfléchit au terme pendant plusieurs minutes. Les garanties écrites signées par le procureur général fédéral. J'accepte. Au cours des 6 heures suivantes, Martin fournit un témoignage détaillé sur 20 ans de crimes organisés. Ces révélations impliquèrent plus de 40 personnes en France et aux États-Unis, y compris des fonctionnaires gouvernementaux, des marchands d'art et des universitaires corrompus. À la fin de l'interrogatoire, Antoine avait des réponses complètes sur la mort de Julien. Son frère avait été victime d'un système criminel sophistiqué qui avait opéré en toute impunité pendant des décennies, mais il avait aussi la satisfaction de savoir que la vérité avait enfin éclaté et que Julien serait souvenu comme le héros qu'il était vraiment. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à retourner à Paris, Antoine reçut un appel de la mère de Julien, qui suivait les nouvelles concernant les arrestations. Est-il vrai qu'ils ont trouvé l'assassin de Julien? Demanda sa mère d'une voix tremblante. Oui, maman.
L'homme qui a tué Julien est en prison et y restera pour le reste de sa vie. Julien a-t-il souffert? Antoine se rappela les mots de Martin sur la mort rapide. Non, maman. Julien est mort en défendant ce qu'il croyait juste, et il n'a pas souffert. Pour la première fois en 14 ans, Antoine entendit sa mère pleurer de soulagement plutôt que de douleur. Les interrogatoires de suivi au cours de la semaine suivante révélèrent l'ampleur réelle de l'opération criminelle dirigée par Martin. Avec la coopération forcée d'Étienne Morel depuis son lit d'hôpital et les dossiers détaillés confisqués, les enquêteurs fédéraux découvrirent un réseau de corruption s'étendant à travers plusieurs régions et décennies. Le procureur fédéral spécialisé dans les crimes contre le patrimoine culturel, le docteur Marc Etienne, mit en place une équipe spéciale d'enquête pour traiter tous les aspects de l'affaire. Les crimes documentés incluent des meurtres multiples, un trafic international de patrimoine culturel, une corruption systématique de fonctionnaires publics et un pillage organisé de sites archéologiques protégés, expliqua Etienne lors d'une conférence de presse. C'est le cas de trafic de patrimoine culturel le plus vaste de l'histoire moderne de la France. Luc Moreau fut relocalisé sous protection des témoins après avoir reçu des menaces liées à son témoignage. Lors d'interrogatoires supplémentaires, il fournit des informations menant à des découvertes troublantes sur l'opération de Martin. Le colonel ne travaillait pas seul, expliqua Luc aux enquêteurs. Il avait des contacts au sein de l'armée qui lui fournissaient des informations sur les inspections programmées et les changements de personnel. Ces révélations conduisirent à des enquêtes internes au sein des forces armées françaises. 3 officiers supplémentaires furent arrêtés pour conspiration et dissimulation. Sophie Laurent continua à travailler comme consultante archéologique pour l'affaire, cataloguant et évaluant les plus de 300 artefacts confisqués à la ferme de Martin. La valeur culturelle de ces pièces est incalculable, rapporta Sophie Laurent lors d'une réunion de l'équipe d'enquête. Beaucoup de ces pièces représentent des exemples uniques de traditions artistiques qui n'avaient jamais été documentées académiquement. Son analyse révéla que Philippe Martin avait systématiquement pillé des sites contenant des artefacts de multiples périodes historiques, des cultures gallo-romaines aux objets coloniaux français. Les sites exploités par Martin contenaient probablement assez d'informations archéologiques pour réécrire des aspects de l'histoire régionale, poursuivit Sophie. Les dommages scientifiques causés par 20 ans de pillage sont irréversibles. Antoine avait décidé de rester en Provence jusqu'à ce que tous les aspects de l'affaire soient résolus. Sa présence en tant que frère de Julien avait conféré une crédibilité émotionnelle à l'enquête et avait contribué à maintenir l'attention médiatique sur l'importance de l'affaire. Lors d'une interview avec un journal national, Antoine expliqua pourquoi il avait persévéré à chercher des réponses pendant 14 ans. Julien n'était pas seulement mon frère, il était un symbole des jeunes scientifiques qui risquent leur vie pour préserver notre patrimoine culturel. Son assassinat n'était pas seulement un crime contre ma famille. C'était un crime contre tous les Français. Le docteur André Dubois, de l'Institut d'archéologie de Provence, avait lancé un projet pour retracer et récupérer les artefacts supplémentaires vendus par Martin au cours des 2 décennies de son opération. Nous avons des listes d'acheteurs aux États-Unis, en Europe et en Asie, expliqua André. Nous collaborons avec les autorités internationales pour localiser et rapatrier des pièces spécifiques. Certains acheteurs internationaux avaient commencé à coopérer volontairement, restituant des artefacts en échange d'une immunité contre les poursuites. D'autres résistaient, ce qui entraînait des procédures juridiques internationales complexes. L'un des développements les plus significatifs fut la découverte d'un second réseau criminel opérant à Nîmes, utilisant des méthodes similaires à celles de Martin. Lors de son interrogatoire approfondi, Martin avait fourni des informations sur des contacts dans d'autres régions qui géraient des réseaux parallèles de trafic de patrimoine. Martin a formé d'autres officiers militaires à ces méthodes, révéla l'agent Louis Martin lors d'une réunion de mise à jour de l'affaire. Il y a des preuves d'opérations similaires dans au moins 5 régions supplémentaires. Ces informations avaient conduit à des enquêtes fédérales coordonnées, entraînant des arrestations supplémentaires en Dordogne, Bretagne et Occitanie. Le docteur Étienne Morel, se remettant lentement de ses blessures, avait commencé à fournir un témoignage détaillé sur son implication dans le réseau criminel. Morel admet avoir volé directement plus de 50 pièces dans des musées régionaux au cours de sa carrière, rapporta la commandante Claire Dubois.
Il a falsifié des documents officiels pour faire croire que les pièces avaient été perdues ou détruites accidentellement. Le témoignage de Morel révéla également une corruption au sein du système des musées régionaux. Plusieurs directeurs de musées avaient coopéré avec le réseau en échange de paiements réguliers. La corruption était systématique, expliqua Morel lors de sa confession enregistrée. Ce n'était pas seulement du trafic opportuniste, c'était une opération sophistiquée impliquant une planification à long terme et la coopération de multiples institutions. Antoine assista à plusieurs interrogatoires de Morel, cherchant des informations spécifiques sur l'implication du fonctionnaire dans le meurtre de Julien. « Saviez-vous que Martin allait tuer mon frère ?» demanda Antoine directement lors d'une session. Morel évita le contact visuel. « Je savais que Julien représentait une menace pour notre opération. Martin et moi avons discuté de plusieurs options pour neutraliser cette menace, y compris le meurtre. Martin a mentionné le meurtre comme dernière option, mais j'ai supposé que nous trouverions des alternatives moins extrêmes. Mais vous n'avez rien fait pour arrêter Martin lorsqu'il est devenu clair qu'il prévoyait de tuer Julien. » Morel resta silencieux plusieurs minutes avant de répondre. « Non, je n'ai rien fait pour l'arrêter. » Cette admission confirma que Morel était un complice direct du meurtre de Julien, pas seulement un participant passif au trafic d'artefacts. Les procureurs décidèrent d'accuser Morel de conspiration pour meurtre, en plus des charges liées au patrimoine culturel. Alors que les enquêtes continuaient de s'élargir, l'affaire commença à avoir un impact politique significatif. Plusieurs fonctionnaires régionaux démissionnèrent de manière préventive avant d'être officiellement enquêtés. Le directeur régional de la culture de Provence, qui avait nominalement supervisé les activités de Morel, annonça sa démission pour des raisons personnelles. Il est clair qu'il y a eu des défaillances systémiques dans la supervision, permettant à cette opération criminelle de perdurer pendant des décennies, admit le directeur lors de sa conférence de presse de démission. Le préfet de Provence ordonna une révision complète de tous les départements régionaux liés au patrimoine culturel et à l'archéologie. Nous ne pouvons pas permettre que la corruption documentée dans cette affaire se reproduise, déclara le préfet. Nous allons mettre en place de nouveaux contrôles et systèmes de transparence pour protéger notre patrimoine culturel. À l'échelle nationale, l'affaire avait motivé des propositions législatives pour renforcer les sanctions contre le trafic de patrimoine culturel et améliorer la protection des sites archéologiques. Antoine fut invité à témoigner devant une commission parlementaire qui examinait une nouvelle législation. « Mon frère est mort parce que les sanctions existantes pour le trafic de patrimoine n'étaient pas assez sévères pour dissuader le crime organisé », témoigna Antoine. Julien serait en vie aujourd'hui si les criminels avaient fait face à des conséquences réelles pour leurs activités illégales. La commission recommanda d'augmenter les peines maximales pour le trafic de patrimoine culturel, passant de 7 ans à la perpétuité dans les cas impliquant de la violence. L'impact médiatique de l'affaire avait également accru la sensibilisation du public à l'importance de protéger les sites archéologiques. Les organisations de conservation rapportèrent une augmentation significative des dons et des adhésions après la couverture médiatique extensive du meurtre de Julien. L'histoire de Julien Dubois a rappelé aux Français que notre patrimoine culturel vaut la peine d'être protégé, même au prix de vies humaines, commenta la directrice d'une organisation nationale de conservation. Les universités à travers la France avaient commencé à proposer des cours spécialisés en archéologie forense, directement inspirés par l'affaire de Julien Dubois. Sophie Laurent avait accepté un poste d'instructrice dans l'un de ces programmes. Les futurs archéologues doivent comprendre que leur travail peut impliquer non seulement la découverte scientifique, mais aussi une protection active contre le crime organisé, expliquait-elle à ses étudiants. À la fin du 9e mois d'enquête, l'équipe fédérale avait identifié plus de 100 cas liés de trafic de patrimoine culturel, répartis sur 20 ans. Cette affaire a révélé la pointe de l'iceberg, conclut le procureur Marc Etienne. Le trafic de patrimoine culturel en France est bien plus vaste et systématique que nous ne l'avions réalisé. Mais pour Antoine, l'aspect le plus important de toute l'enquête était que Julien avait enfin reçu la reconnaissance comme le héros qu'il était vraiment. « Mon frère n'est pas mort en vain », réfléchit Antoine lors d'une interview. Sa mort a exposé un réseau criminel massif et a conduit à des protections renforcées pour le patrimoine culturel de la France. Julien aurait été fier de cet héritage.
1 an après la découverte des affaires de Julien dans la plaine de la Crau, la salle d'audience du tribunal fédéral d'Aix-en-Provence était pleine à craquer pour les sentences définitives de Philippe Martin et Étienne Morel. Antoine était assis au premier rang aux côtés de sa mère, Marie Dubois, qui avait voyagé depuis Paris pour assister au moment de justice qu'elle attendait depuis 15 ans. Le juge fédéral Richard Morel présidait le tribunal qui avait traité l'une des affaires de crime organisé les plus complexes de l'histoire judiciaire de la Provence. Philippe Martin, annonça le juge d'une voix solennelle, vous avez été déclaré coupable de meurtre au premier degré, de trafic de patrimoine culturel, de crime organisé, de corruption de fonctionnaires publics et de multiples chefs d'accusation connexes. La sentence de ce tribunal est la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Martin écouta la sentence sans montrer d'émotion. Sa stratégie de coopération avait évité une condamnation plus sévère, mais n'avait pas réduit significativement sa peine de prison. Étienne Morel, poursuivit le juge, vous avez été déclaré coupable de conspiration pour meurtre, de trafic de patrimoine culturel, de vol de biens culturels et de falsification de documents officiels. La sentence est de 30 ans de prison fédérale. Morel, toujours en convalescence des blessures de son accident de voiture, fut condamné depuis un fauteuil roulant. Ses avocats avaient plaidé pour une réduction de peine en raison de sa coopération partielle, mais le tribunal avait jugé que son implication dans le meurtre de Julien nécessitait une sanction complète. Les autres complices reçurent des peines variant de 5 à 15 ans, selon leur degré d'implication dans l'opération criminelle. Après les sentences, Antoine fut invité à faire une déclaration d'impact des victimes. Julien Dubois était plus qu'un frère, commença Antoine, s'adressant directement au tribunal, mais jetant occasionnellement un regard vers Martin. C'était un scientifique brillant dont les recherches auraient pu contribuer significativement à la compréhension de notre patrimoine culturel. Antoine décrivit l'impact dévastateur de la mort de Julien sur sa famille pendant 15 ans d'incertitude. Pendant une décennie et demie, nous avons vécu sans savoir si Julien était mort accidentellement, s'il avait été victime de violence ou s'il était peut-être encore en vie quelque part. Cette incertitude était une torture psychologique que ces criminels ont ajoutée au meurtre initial. Mais Julien n'est pas mort en vain, poursuivit Antoine. Sa recherche, achevée à titre posthume à travers cette enquête judiciaire, a permis de protéger des sites archéologiques précieux et a révélé un réseau criminel qui opérait en toute impunité depuis des décennies. Antoine conclut en s'adressant directement à Martin. Vous avez détruit la vie d'un jeune homme brillant pour de l'argent, mais vous n'avez pas pu détruire les principes qu'il incarnait. La vérité a fini par prévaloir. Le tribunal entendit également les déclarations de Sophie Laurent et de Marcel Lefebvre sur l'impact scientifique des crimes de Martin. Le pillage systématique des sites archéologiques pendant 20 ans représente une perte permanente de connaissances historiques, témoigna Sophie. Chaque artefact retiré illégalement de son contexte signifie une perte irréversible d'informations sur les cultures gallo-romaines. Marcel décrivit le travail de récupération en cours sur les sites identifiés grâce aux confessions de Martin. Nous avons officiellement fouillé 12 sites que Martin avait partiellement pillés, rapporta Théil. Ils contiennent encore des informations archéologiques précieuses, mais les dommages causés par les fouilles illégales ont considérablement réduit leur valeur scientifique. Après l'audience, Antoine et sa famille visitèrent le cimetière municipal d'Arles, où Julien avait enfin été inhumé avec les honneurs appropriés. Les restes de Julien avaient été retrouvés exactement là où Martin l'avait indiqué dans sa confession, enterré dans la grotte où il avait découvert les artefacts qui avaient motivé son assassinat. L'excavation officielle des restes avait été supervisée par des anthropologues médico-légaux et avait confirmé la cause de la mort décrite par Martin. Julien a été retrouvé avec ses outils de géologue et son carnet de terrain, expliqua l'anthropologue médico-légal. Même dans la mort, il restait le scientifique dévoué qu'il était de son vivant. Les funérailles de Julien, organisées 15 ans après sa mort, avaient attiré des centaines de personnes, y compris des collègues scientifiques, des fonctionnaires gouvernementaux et des habitants locaux qui avaient suivi l'affaire. L'Université de Paris avait décerné à Julien un doctorat posthume en géologie, complétant officiellement les études qu'il avait commencées en 1992. Julien Dubois représente l'idéal du scientifique engagé envers la vérité et la préservation du patrimoine culturel,
déclara le recteur lors de la cérémonie. Son sacrifice involontaire a inspiré une nouvelle génération d'archéologues et de géologues déterminés à protéger notre héritage historique. Antoine avait créé la Fondation Julien Dubois pour offrir des bourses à des étudiants en archéologie et géologie, financées en partie par une compensation légale obtenue par des poursuites civiles contre les criminels. Julien aurait voulu que sa mort se traduise par des opportunités éducatives pour d'autres jeunes scientifiques, expliqua Antoine lors de l'événement de lancement de la Fondation. Nous utilisons des technologies GPS, des caméras de surveillance et des systèmes d'alarme pour protéger les sites vulnérables, expliqua Sophie Laurent. Julien aurait été fasciné par l'application des technologies modernes à la conservation archéologique. L'impact juridique de l'affaire s'étendit au-delà des sentences individuelles. L'Assemblée nationale française avait adopté la loi Julien Dubois, qui augmentait les peines pour le trafic de patrimoine culturel et offrait une protection spécifique aux chercheurs signalant des activités illégales. La nouvelle législation établissait également un système national de surveillance des sites archéologiques et exigeait une coopération internationale pour retracer les artefacts trafiqués. Cette loi garantit que les futurs scientifiques comme Julien bénéficient d'une protection juridique lorsqu'ils affrontent des opérations criminelles, expliqua le député parrain de la loi lors de la cérémonie de signature. À l'échelle internationale, l'affaire avait influencé des traités de conservation culturelle entre la France, les États-Unis et d'autres pays. De nombreux artefacts trafiqués par Philippe Martin avaient été rapatriés volontairement par des acheteurs qui ne voulaient pas faire face à des procédures judiciaires internationales. Le musée du Louvre avait créé une exposition permanente dédiée à Julien et au problème mondial du trafic de patrimoine culturel. L'histoire de Julien Dubois illustre à la fois l'importance du patrimoine culturel et les dangers auxquels font face ceux qui le protègent, expliquait l'inscription de l'exposition. Luc Moreau avait commencé une nouvelle vie sous protection des témoins, mais avait choisi de s'exprimer publiquement sur son expérience pour éduquer les autres sur les conséquences de la participation à la corruption militaire. J'ai vécu pendant des années avec la culpabilité de ne pas avoir protégé Julien, avait-il déclaré lors d'une interview télévisée. J'espère que mon témoignage aidera à prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Luc était devenu un militant contre la corruption, travaillant avec des organisations qui surveillaient la conduite militaire et gouvernementale. 5 ans après les sentences, Antoine visita la prison fédérale où Martin purgeait sa peine à perpétuité. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda Martin lors de la rencontre supervisée. « Pour vous dire que Julien a gagné », répondit Antoine. Sa recherche a finalement été achevée. Les sites que vous avez pillés sont maintenant protégés, et sa mort a conduit à des protections qui sauveront d'innombrables artefacts à l'avenir. Martin écouta en silence. Julien est mort, ajouta Antoine, mais son héritage est vivant et en expansion. C'est plus que ce que vous pouvez dire du vôtre. En 2010, Antoine retourna sur le site dans la plaine de la Crau où Marcel Lefebvre avait trouvé les affaires de Julien. Un monument de pierre avait été érigé, portant une inscription simple, Julien Dubois, 1968 à 1992, scientifique, frère, héros, mort en protégeant le patrimoine culturel de la France. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Julien, Antoine visitait le monument. En 2015, il fut accompagné par Sophie, devenue une archéologue reconnue internationalement, et par Marcel, dont la découverte accidentelle avait finalement permis de rendre justice à Julien. Pensez-vous que Julien aurait été fier de tout ce que sa mort a accompli, demanda Sophie alors qu'ils observaient le paysage aride où tout avait commencé. Julien aurait préféré vivre et achever ses recherches lui-même, répondit Antoine pensivement. Mais oui, je pense qu'il aurait été fier de savoir que sa mort a conduit à une protection permanente pour le patrimoine qu'il aimait. L'affaire fut officiellement close avec les sentences, mais son impact continua de s'étendre. Des universités internationales proposaient désormais des cours sur la protection du patrimoine culturel pour les étudiants en archéologie. Des agences internationales de maintien de l'ordre avaient créé des unités spécialisées pour traquer le trafic d'artefacts culturels, et de nouvelles technologies de protection continuaient d'être développées grâce à des financements inspirés par l'histoire de Julien. En 2020, Sophie publia une étude académique complète sur l'affaire, intitulée Patrimoine et justice, l'affaire Julien Dubois.
Le livre devint un texte de référence dans les cours universitaires sur la conservation archéologique. Julien Dubois est mort parce qu'il valorisait le patrimoine culturel plus que sa propre sécurité, conclut Sophie dans le dernier chapitre. Son héritage est un système mondial plus robuste pour protéger le patrimoine culturel contre ceux qui l'exploiteraient pour un profit personnel. Antoine, désormais dans la cinquantaine, avait trouvé la paix en sachant que la mort de Julien avait transcendé la tragédie personnelle. Son frère était devenu un symbole de l'importance de protéger le patrimoine culturel et du courage requis pour affronter la corruption. Julien me disait toujours que l'histoire était trop importante pour être laissée aux mains des criminels, réfléchit Antoine lors d'une interview en 2021. Sa mort a garanti que cette histoire reste accessible aux générations futures. C'est l'héritage le plus important qu'on puisse laisser. À l'occasion du 20e anniversaire de la découverte des affaires de Julien, plus de 500 personnes assistèrent à une cérémonie dans la plaine de la Crau. Parmi elles se trouvaient des étudiants, des scientifiques, des fonctionnaires et des membres des familles des autres victimes du trafic de patrimoine culturel. Julien Dubois représente chaque scientifique qui choisit la vérité plutôt que sa sécurité personnelle, déclara l'orateur principal. Sa mémoire inspire une vigilance continue contre ceux qui tentent de profiter de notre héritage culturel commun. Alors que le soleil se couchait sur la plaine où Julien était mort, Antoine sentit qu'il pouvait enfin clore ce chapitre de sa vie. La justice avait été rendue, des protections avaient été établies, et l'héritage de Julien était sécurisé. Son frère avait trouvé son trésor après tout, une place dans l'histoire en tant que défenseur du patrimoine culturel français.